Bien, maintenant qu'on a défini ce que c'était une faille, on va s'intéresser à leur localisation dans l'espace, sur Terre. Alors, une des manières de tracer la localisation des failles, c'est de regarder la localisation des séismes, puisque les séismes sont produits par les failles, par des mouvements d'un bloc par rapport à un autre, mouvements qui génèrent des frottements, des blocages, et toute l'énergie accumulée par ces frottements et ces blocages sont libérés sous forme de séisme. Donc un séisme, la majeure partie du temps, a lieu au niveau de failles. Donc en regardant leur localisation sur Terre, on s'aperçoit qu'ils sont principalement, et vous le savez déjà, localisés aux limites des grandes plaques tectoniques, là où vous avez la plupart des forces tectoniques qui sont produites, soit au niveau des grandes dorsales océaniques où vous formez la croûte océanique et vous allez avoir des phénomènes d'expansion océanique, soit au niveau des zones de convergence, lorsque vous êtes au niveau des chaînes de montagnes, lorsque deux plaques tectoniques rentrent en collision, par exemple. Là aussi, vous allez générer de la déformation fragile, générer des failles et donc générer des séismes. Alors on peut prendre l'exemple plus particulièrement. On va s'intéresser encore une fois à la chaîne de l'Himalaya qui va me permettre de mesurer un peu ce propos. Lorsqu'on regarde la localisation de la sismicité sur la chaîne de l'Himalaya, ben voilà ce qu'on trouve. Vous avez en jaune ici tous les séismes qui ont été enregistrés sur je ne sais plus quelle période, de 95 à 99, voilà, c'est marqué sur la figure. Et vous avez en noir, avec des petits triangles, une grande faille qu'on appelle le MFT, pour le M pour main, F pour frontal et T pour thrust, qui veut dire chevauchement en anglais. Donc le chevauchement principal frontal. Et vous voyez qu'il y a une sismicité qui n'est pas exactement localisée au niveau de ce grand chevauchement. Or, je viens de vous dire que les séismes étaient associés à des grandes failles. Eh bien, quand on projette cette sismicité sur une coupe, donc là, on ne regarde plus en carte, mais en verticale, sur une coupe de la chaîne de l'Himalaya, mais on voit que cette sismicité, elle est bien localisée sur cette faille, mais elle est localisée sur cette faille plus en profondeur, plus à l'arrière de la chaîne. Et en fait, vous avez une zone à l'avant de la chaîne, sur le grand trait noir, qui est bloquée. Et sur cette zone-là, vous allez avoir des séismes qui sont rares, peu fréquents et qui sont très gros. C'est ceux-là qui sont destructeurs. Et à l'arrière de la chaîne, vous avez la faille qui se poursuit en profondeur. Mais dans cette zone-là, le glissement se fait de manière continue et sans séisme. Tout ça sans rentrer dans les détails, parce que c'est assez compliqué, tout ça pour vous dire qu'en fait, les séismes, certes, sont un bon marqueur de la localisation des failles et de la déformation fragile, mais attention, qui dit absence de séisme, dit pas forcément absence de déformation fragile. Et parfois, dans les grandes zones de convergence, au contraire, si vous avez une absence de séisme, c'est probablement parce que vous avez une structure qui est bloquée et qui peut générer au contraire des très gros séismes. Donc là, il faut bien comprendre que c'est simplement des séismes qu'on enregistre avec des instruments et parfois on n'a pas la chance d'enregistrer des gros événements. Alors, on va regarder une autre zone qui est au niveau des Andes, avec la localisation de la sismicité. Là encore, on est une sismicité qui est localisée à la limite des plaques, avec toute la sismicité qui est localisée au niveau de la subduction andine. Et lorsqu'on regarde en profondeur, voilà, sur une coupe, on voit la sismicité qui se distribue sur tout le long du panneau plongeant qui va former la chaîne andine. Et on s'aperçoit qu'on a des séismes qui peuvent aller assez profondément, jusqu'à plus de 200 km. Alors d'une manière générale, si on simplifie la localisation des failles, elle se trouve dans les zones fragiles, et donc principalement dans la croûte supérieure, entre 0 et 15 km. Pour ce qui est de la croûte inférieure, vous allez plutôt avoir un comportement ductile, entre 15 et 30 à 40 km. Et en dessous, la lithosphère mantélique, vous pouvez avoir également un comportement fragile à certains endroits. Voilà, c'est des choses que vous allez revoir plus en détail avec Sylvain Bourlange, et qui va vous expliquer les lois physiques, les lois rhéologiques, les lois mécaniques qui permettent d'arriver à ce genre de chiffres.
ces ordres de grandeur. Là, ce qui est important pour vous, c'est que vous reteniez ces ordres de grandeur, la localisation de la déformation fragile, et principalement dans la croûte supérieure, entre 0 et 15 km.